La team, je ne sais pas si vous avez tous vu l'entretien du président Abdourahmane Tiani. De tous les entretiens que je suis depuis, voici l'entretien qui a plus de vérité comme jamais. Le président Abdourahmane Tiani n'a pas fait des plans. Il n'a pas dit les choses à moitié. Il a appelé les noms qu'il fallait appeler. Dénoncer ce qu'il fallait dénoncer. Vous savez, cet entretien a été fait en deux parties. La première en langue locale du Niger et la deuxième partie en français. Je pense que le président Abdourahmane Chani a compris l'importance de faire aussi les entretiens en français pour que les panafricains puissent comprendre parce que nous n'écoutons, nous ne comprenons pas tous la langue du Niger, même si j'aimerais bien. Mais nous n'avons pas cette facilité de tous la comprendre. Donc, il est important de faire des entretiens aussi en français pour que nous puissions les relayer, pour que nous puissions travailler dessus, pour que nous puissions informer et pour que même vous, la team, vous puissiez les voir et pouvoir les écouter clairement. Le président Tchani ici a expliqué les raisons pour lesquelles le coup d'État a été fait. Et depuis que ce coup d'État a été effectif, il a détaillé tous les combats qui ont été menés. Et jusqu'à présent, les combats qui continuent à être menés. Il a indexé directement la France sur plusieurs aspects. Précisément sur le fait des terroristes qui les empêchent de vivre, sur le fait que les terroristes sont armés jusque dents et que souvent les terroristes ont des armes lourdes. Aussi, laissez-moi vous rappeler que l'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum, avait lui-même dit dans une vidéo que les terroristes étaient bien plus armés que les armées africaines et qu'il était impossible pour une armée africaine de battre sur le terrain les terroristes et donc il fallait obligatoirement négocier. Et pourtant, si vous allez négocier avec les terroristes, c'est un peu comme si les terroristes étaient plus forts que vous. C'est ce qu'aujourd'hui le président Tchani a compris et n'a pas envie de faire la même erreur. Figurez-vous que l'armée nigérienne avait plusieurs fois arrêté les terroristes, les avait mis en prison et M. Bazoum les libérait toujours. Et donc c'était de trop. Et sur France 24 et RFI, il a clairement dit que l'armée nigérienne n'avait pas les capacités de gagner les terroristes. Est-ce qu'un tel individu peut donc être votre président? Depuis que le président Abdourahmane Tchani est là, c'est quelque chose de différent. Les Nigériens se battent et ils signent des nouveaux accords avec d'autres pays que la France. Les Nigériens sont dans l'alliance du Sahel. Ils sont en train de détruire tous les 11 clauses du contrat qui lient le Niger à la France quand ils ont pris leur indépendance. Les Nigériens aujourd'hui cherchent leur véritable souveraineté et ils veulent passer d'une puissance française à une indépendance totale avec la liberté de choisir qui est leur partenaire et avec qui ils doivent fonctionner ou alors avec qui ils ne doivent pas fonctionner. Le président Abdourahmane Tchani, la team ici, va vous donner tous les détails de tout ce que nous savons déjà, mais surtout de ce que nous étions loin d'imaginer. Écoutons cette vidéo ensemble et on va comprendre beaucoup de choses là-dessus. Tourisme dans notre sous-région. D'avoir également une pensée particulière envers les veuves et les orphelins, envers l'ensemble du peuple du Sahel qui souffre le martyre depuis plus de 10 ans, en particulier le peuple nigérien qui supporte non seulement les affres du terrorisme, mais les affres d'un terrorisme étatique à travers l'embargo et les sanctions injustes à lui imposées. Que Dieu subhanahu wa ta'ala couvre de sa rahma tous nos martyrs. Pour répondre à votre question, la communication, c'est l'art de transmettre un message. Les canaux à travers lesquels certains nous attendent ou attendent de recevoir nos messages ne sont pas ceux-là même que nous utilisons. Mais la communication, elle est stratifiée. Trop de communication tue la communication. Et c'est pour cela que
un État est organisé pour utiliser tous les vecteurs pour transmettre un message au peuple souverain. Et ces vecteurs-là sont utilisés par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous ne passons pas certainement à longueur de journée à la télé ou à la radio, mais si c'était le cas, on n'aurait pas pu exercer ce pourquoi nous sommes justement intervenus. Nous passons par plusieurs canaux, à commencer par le niveau local, à travers les prêches qui transmettent des messages aux fidèles, que ce soit dans les mosquées, dans les églises, à travers les chefs traditionnels, lors des grands événements, qui transmettent également le message aux populations, à travers les interventions des ministres qui composent le gouvernement de transition, à travers leur chef, le Premier ministre, qui a intervenu à maintes reprises, à travers certaines interventions des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Je crois que nous communiquons, c'est les moyens à travers lesquels nous communiquons que peut-être les gens pensent que ce n'est pas les moyens qui répondent à leurs attentes. Mais pour nous, le plus important, c'est que le peuple nigérien soit édifié de ce que nous faisons. Et je crois que nous parvenons à le faire à travers tous ces vecteurs que je viens de citer. Excellence, Monsieur le Président, 4 mois après l'avènement du CNSP au pouvoir, les Nigériens attendent toujours vos orientations stratégiques, votre programme de gouvernement pour une vision d'ensemble sur toutes les questions d'intérêt national, sur l'économie, le social et le politique. Qu'en est-il exactement? Je suis surpris d'entendre cette question, puisque quand nous avons intervenu, nous avons dit que notre premier souci est le souci sécuritaire, donc l'organisation de la défense. Effectivement, nous avons réussi à réorganiser notre système de défense et à créer des structures dans le domaine de la lutte antiterroriste et structures qui donnent des résultats, même si nous ne sortons pas souvent pour le dire, mais nous obtenons des résultats. Certes, il faut comprendre que c'est une situation qui a duré plus de 10 ans. Mais en 4 mois, ce que nous avons obtenu comme résultat nous permet d'espoir que ce premier domaine, qui est le domaine de la défense et le domaine sécuritaire, à travers les actions sur le terrain, à travers les actions diplomatiques qui nous permettront de renouveler nos domaines de coopération avec certains pays qui nous accompagneront dans le sens de prendre en main notre destin dans le domaine de la sécurité. Je crois que à travers le départ de l'origine du terrorisme sur notre territoire, je citerai notamment la France. Vous ne pouvez pas combattre un incendie avec de l'essence. Et pour nous, l'incendie terrorisme tire son essence du soutien que la France lui apporte. Nous avons pu dénoncer les accords de coopération en matière de défense. C'est un grand pas, un pas qui était là depuis plus de 50 ans. Nous sommes parvenus à le faire, Dieu merci. L'ambassadeur de France qui a voulu, au mépris des règles de relations diplomatiques, sous-estimer et mépriser les autorités nigériennes, a
quitter notre territoire, c'est également des actions concrètes que nous avons posées dans ce domaine de rétablissement de l'ordre sécuritaire. Dans le domaine économique, nous avons pu, malgré l'embargo qu'aucun autre pays au monde n'a expérimenté, n'a vécu, nous sommes parvenus, Dieu merci, à assurer le ravitaillement régulier. Et vous suivez également, en plus de ce ravitaillement régulier à travers un corridor sécurisé, ce qui nécessite une grande mobilisation de forces de défense et de sécurité. Nous avons réussi toujours dans le domaine économique, notamment à travers la bonne gouvernance, à instaurer un climat de confiance. Tous les Nigériens étaient unanimes sur la nécessité de rendre ce qu'on a soutiré des caisses de l'État. Et par rapport à ça, nous avons pris des mesures pour organiser la commission de lutte contre les infractions économiques, financières et fiscales, la COLDEF, qui est une réalité aujourd'hui et qui va s'atteler, en tout cas, à ramener tout ce qui a été spolié au profit du peuple nigérien. Donc, ramener au profit du peuple nigérien tout ce que les uns et les autres ont spolié. C'est également, je crois, une démarche à saluer. Nous avons d'autres perspectives, notamment dans le domaine alimentaire, pour voir comment, déjà, il y a un budget qui est prévu à cet effet, assurer le minimum dans le domaine alimentaire. Donc, c'est des grandes actions qui concernent des axes bien définis que peut-être les gens n'ont pas encore compris, mais c'est des actions concrètes dans le domaine de la défense, dans le domaine de la bonne gouvernance, dans le domaine économique et certainement politique, avec d'autres actions que je ne citerai pas et qui sont en perspective. Voilà ce que je peux dire de cette question. D'accord. Monsieur le Président, justement, à quel niveau se trouve l'organisation du dialogue national inclusif nigérien qui a été annoncé depuis quelques semaines? C'est plutôt depuis quelques mois. Le dialogue a été annoncé exactement en septembre. Mais nous sommes des militaires. Nous sommes prévoyants. Et nous prévoyons l'imprévu. Au moment où nous avons voulu initier le dialogue inclusif, le dialogue national, nous étions confrontés à une menace évidente, qui est l'hostilité de la France, qui avait sur notre territoire, on parle de 1500 hommes, mais c'était plus de 2000 hommes. Face à cette hostilité, organiser un dialogue national, alors que 1500 hommes sont sur la base aérienne de Niamey, serait un risque. Nous avons certes entendu les gens sortir pour dire que nous avons reporté le dialogue, on ne sait même pas si c'est un dialogue sincère, si ça aura lieu. Voilà une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas organisé ce dialogue comme nous l'avons voulu initialement en septembre. En plus de cette menace de la présence des troupes françaises sur notre territoire, et où c'était un impératif pour nous qu'ils quittent notre territoire, malgré l'hostilité ouverte des autorités françaises, nous avons pu faire partir ces troupes. À l'état d'aujourd'hui, il reste une centaine et ils vont partir. En plus de cela, vous savez que le Niger
même si c'est de façon télécommandée, faisait face dans la même période à une menace d'agression de la CEDEAO, est-ce qu'il est rationnel pour nous, qui sommes des militaires, d'organiser un dialogue national en ce moment précis, avec toutes ces menaces, sans oublier les menaces terroristes qui bénéficiaient au moment bien précis du soutien de leurs sponsors. Toutes ces raisons, même si nous ne sommes pas sortis pour le dire ouvertement au peuple nigérien pour des raisons stratégiques, nous ont poussés à surseoir de ce grand rendez-vous à Niamey, puisqu'il devait, en fin de compte, se tenir à Niamey. Voilà les raisons pour lesquelles le dialogue national inclusif n'a pas eu lieu, comme annoncé il y a 3 ou 4 mois de cela, mais c'est une certitude, ce dialogue aura lieu incessamment et vous aurez l'occasion bientôt de connaître les dates exactes retenues pour le dialogue national inclusif. D'accord. Merci, merci Monsieur le Président. On va continuer. Monsieur le Président, selon les informations à notre disposition, la campagne agro-silvopastorale n'a pas véritablement répondu aux attentes de nos populations. Quelles sont les solutions envisagées par le gouvernement pour faire face à cette situation? Effectivement, la campagne agricole ou agro-pastorale a été déficitaire à des proportions différentes. Pour ce qui est du domaine de la production agricole, elle est déficitaire à 39%. Ce n'est pas aussi alarmant que nous le pensons. Elle est déficitaire à 39%. Sur 13 468 villages, 5 343 villages sont déficitaires. Mais même si c'est 10% des villages qui sont déficitaires, c'est une inquiétude pour nous. Pour ce qui est du domaine pastoral, nous avons un déficit de 53%, un besoin de plus de 18 000 tonnes de matière sèche. Donc, 53%, c'est énorme comme déficit pour un pays dont l'économie repose notamment sur l'agriculture, mais surtout l'élevage. Par rapport à ces inquiétudes, nous avons initié des démarches qui consisteront à nous assurer que le 840 000 tonnes de céréales, dont 39%, soit 5 343 villages ont besoin, et en termes de matière sèche, c'est plus de 18 millions de tonnes. Et cela sera compensé par la mise en place des aliments bétail en quantité assez importante et l'approvisionnement des magasins OPVN en céréales d'hiver. C'est un souci, mais des dispositions sont prises, des fonds sont prévus pour cela, et Inch'Allah, nous traverserons cette épreuve de plus. Monsieur le Président, cette autre question, c'est la vie chère que vivent les Nigériens dans leur chair, suite aux sanctions inhumaines que la CEDEAO a imposées à notre peuple. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour y faire face? Effectivement, le peuple nigérien vit dans sa chair les affres de la vie chère. Mais ces affres de la vie chère se sont accentuées avec l'embargo qui a été mis sur notre pays. Mais avant l'embargo, c'est une crise mondiale où tous les pays connaissaient une crise sévère et
toutes les denrées ont connu une hausse spectaculaire. C'était la survie. C'est à cette survie que s'est ajouté pour le peuple nigérien l'embargo sauvage et qui a rendu la vie des Nigériens difficile. Mais nous ne restons pas les bras croisés. Nous ne restons pas là à nous lamenter face à l'épreuve. Il faut être imaginatif. Il faut prendre des initiatives. Et ces initiatives se traduisent, entre autres, par la multiplication du partenariat dans le domaine diplomatique à travers des pays qui sont sincères avec le Niger, même si nous ne sommes pas naïfs et nous connaissons que les relations internationales, c'est des relations d'intérêt. Mais nous sauvegardons les intérêts du peuple nigérien, nos partenaires sauvegardent leurs intérêts, mais pour nous, le plus important, c'est le peuple nigérien. Comment, à travers nos relations diplomatiques, sécuriser des corridors, obtenir un accompagnement alimentaire dans le respect et la dignité. Pour ce qui est des solutions au niveau local, nous avons multiplié la recherche de corridors pour assurer un ravitaillement dans des conditions sécurisées au peuple nigérien. Ces corridors que nous avons eu à prospecter sont le corridor du Burkina Faso, le corridor de la Guinée, Conakry, le corridor de l'Algérie et le corridor de la Libye. Sur certains corridors, nous sommes très avancés et vous le remarquez avec le système de protection et d'escorte que nous avons mis en place. Avec ce système, nous arrivons à maintenir une cadence régulière permettant d'approvisionner les marchés non seulement de Niamey, mais de l'intérieur du pays. À titre de rappel, actuellement, ça fait depuis le 28 novembre que des camions sont en train de rentrer par un corridor ami pour assurer, et de façon ininterrompue, plus de 4000 camions sont rentrés du 28 à la date d'hier. C'est un effort colossal qui exige la mobilisation des forces importantes et que nous allons faire de façon soutenue pour que la vie chère liée à l'embargo soit levée. Il restera bien évidemment la vie chère, vie qui est liée à l'environnement économique mondial. Et ça, certainement avec le temps, d'autres solutions seront trouvées. Voilà ce que nous faisons pour essayer d'atténuer la souffrance du peuple nigérien, peuple que je félicite pour sa résilience. Excellence, Monsieur le Président, vous avez procédé à l'installation de la COLDEF il y a quelques jours. Quelles sont les assurances et les garanties que la COLDEF ne sera pas, comme toutes les institutions similaires dédiées à ce type de mission, lors des transitions passées et qui ont eu, somme toute, des résultats mitigés? Est-ce que cette fois-ci, la COLDEF aura véritablement les moyens de sa politique et quelles sont les garanties pour son indépendance et la réussite de sa mission? La commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale est une volonté populaire. Je ne répondrai pas des résultats que les autres commissions ont eus à des périodes bien précises, puisque je ne peux pas savoir ou imaginer du soutien dont elles ont bénéficié, ni du critère sur lesquels les personnes qui l'ont composé ou qui les ont composés ont été retenues. Pour ce qui est de la COLDEF,
c'est une volonté populaire que les Nigériens ont manifestée. Face à cette volonté de justice et de voir que les biens de l'État soient considérés par tout responsable comme des biens sacrés, des biens communs, face à cette volonté, nous avons défini des critères des membres de la COLDEF. Parmi ces critères, nous avons retenu d'abord l'intégrité. En plus de l'intégrité, nous avons retenu l'engagement. L'engagement, le dévouement à la cause nationale. Et enfin, l'esprit de l'intérêt national. Puisque tout ce que nous ferons sans cet esprit d'intérêt national, nous n'aurons jamais de résultats probants. Labusandino Zenchankassani. Plus de 10 millions de Nigériens, certainement, remplissent ces conditions. Mais nous ne pouvons pas réunir une commission de milliers de Nigériens, à plus forte raison, millions de Nigériens. C'est pour cela que nous avons trié, après avoir constitué des curriculums vitae des membres candidats à ce poste. Et si vous vous rappelez, lors de mon intervention en langue, j'avais appelé les Nigériens à nous accompagner dans les choix des personnes qui vont animer cette commission. De l'annonce de la première liste ou du projet de liste, des voix se sont élevées pour dire que l'enquête n'a pas été fructueuse. Il y a des personnes qui sont suspectées d'avoir posé des actes. Mais une suspicion reste une suspicion. Malgré tout, notre objectif étant de créer l'harmonie et la cohésion autour de la COLDEF, nous avons remplacé ces personnes qui sont suspectées. Et nous sommes parvenus à avoir une liste qui fait le consensus. Je ne dirais pas qui fait l'unanimité, puisque aucun domaine ne pourra faire l'unanimité. Cette liste de 35 membres avec un bureau va bénéficier de notre soutien total. C'est une garantie supplémentaire pour la réussite de la COLDEF. Ni les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni les membres du gouvernement, ni moi-même n'allons interférer dans les décisions que la COLDEF aura à prendre. Au contraire, la COLDEF trouvera auprès de toutes ces structures un soutien indéfectible. Que tous ceux qui ont spolié les biens de l'État répondent de leurs actes. Zenchan Kassani, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Il faut que le Nigérien apprenne et intègre que le poste de responsabilité n'est pas synonyme de confusion avec le trésor national, avec la caisse de l'État. Les biens de l'État doivent être sacrés. Tout ce qui est à l'État, dont on vous a confié la responsabilité, la gestion, doit être sacrée. Nous voulons qu'elle soit dans tous les esprits des responsables qui sont actuellement en poste dans ce régime de transition. Et la COLDEF, comme je l'ai dit, aura certainement le soutien total de toutes les autorités. Elle aura l'accompagnement matériel et financier, mais à la mesure de nos possibilités, puisque comme vous le savez,
notre pays, nous l'avons dit, traverse des moments difficiles. Les salaires, il faut aller à 35, 40, deux fois 45 jours pour finir. Mais Dieu merci, même si c'est après 45 jours, jusqu'ici, nous avons pu payer le salaire. Donc, la COLDEF doit s'inscrire dans cette logique. Les moyens ne sont pas en abondance, mais les moyens nécessaires à son fonctionnement, ainsi que le soutien, ne lui feront pas défaut. C'est ce que je peux dire de la COLDEF. Monsieur le Président, personne ne sera épargné. Tout, c'est lui, de façon avérée, qui aura pillé les biens de l'État, qui aura détourné les biens de l'État, répondra à la COLDEF. Et la COLDEF a tout notre soutien, je dis bien tout notre soutien, puisqu'elle ne répond que du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Elle aura tout notre soutien, c'est un serment pour accomplir sa mission, restituer à l'État ce qui a été subtilisé à l'État. Nous ne ferons pas la chasse aux sorcières, la COLDEF ne fera pas la chasse aux sorcières, et c'est pourquoi nous inviterons tous les Nigériens qui ont des faits, je ne dis pas des questions de personnes, mais qui ont des faits, qu'ils les soumettent à la COLDEF. Elle leur réservera le traitement approprié jusqu'à aboutissement. C'est une certitude, c'est une garantie. Personne dont la responsabilité sera avérée n'échappera au traitement que la COLDEF réservera au dossier le concernant. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a aussi une question d'actualité qui intéresse les Nigériens, les nominations aux emplois supérieurs de l'État. Quelle réaction cela suscite chez vous? C'est comme la COLDEF dont nous venons de parler. Nul n'est parfait et aucun acte ne sera parfait. C'est à nous de découvrir les imperfections et dans l'ordre et les conseils, approcher les responsables de l'acte posé pour porter les amendements. Les affectations sont une des prérogatives d'un gouvernement, d'un État. Ces affectations répondent à des critères de compétence, des critères d'intégrité et surtout des critères, comme je l'ai dit, de la haute compréhension de l'intérêt national. Quel que soit le poste que vous allez occuper, c'est l'intérêt national qui doit être la première priorité. Pour ce faire, certes, dans les affectations, il se peut que nous ayons affecté ou eu à affecter des personnes, peut-être, qui ne font pas l'unanimité. Mais donner le temps au temps et juger les gens en fonction de l'acte qu'ils posent. La Boussaninou, comme je l'ai dit, nous ne faisons pas de problème de personne. C'est l'intérêt national qui nous a conduit à dire que ce que les gens ont posé comme acte jusqu'au 26 juillet ne va pas dans le sens de l'intérêt national et que si nous restons les bras croisés, il n'y aura plus de nations à défendre à plus forte raison un intérêt national. Donc, que les Nigériens, de la même façon dont nous sommes sortis librement pour mettre fin à la dérive, qu'ils nous ont soutenus, qu'ils nous soutiennent
dans toutes les désignations que nous aurons à faire. Et comme je l'ai dit, s'il y a des propositions, des recommandations, que ça se fasse selon les règles établies. Un État fonctionne en fonction des règles, selon des règles définies et connues des citoyens. Donc, respectons ces règles et observons, donnons un délai de grâce aux personnes nommées pour en tirer des conclusions. Et c'est tout ce que je peux dire par rapport à ce domaine d'affectation ou d'occupation des postes qui font souvent l'objet de bruit. Mais malheureusement, des fois, des bruits sont exagérés. Quand j'entends certaines personnes dire que non, un tel ne mérite pas, si on ne le dégage pas, pour utiliser le terme militaire, nous allons en guerre contre le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Quand on dit aux gens que certaines fonctions sont définies par des textes de loi, qui disent quelles conditions remplir pour occuper tel poste, et que certains compatriotes disent que, je ne dirai pas le mot, mais jeu de la loi, c'est au regret d'entendre des propos comme ça. Nous sommes dans un État qui respecte les règles. S'il y a lieu d'agir pour que le respect des règles soit observé, alors nous agirons. Excellence, Monsieur le Président, l'exploitation du pétrole nigérien suscite une série de questions sur lesquelles nos compatriotes attendent de l'État des éléments de réponse. D'abord, la première question que j'aimerais poser, quels sont les principaux gisements que nous avons au Niger? Effectivement, le domaine pétrolier, si vous vous rappelez, est un vieux domaine. Les premières prospections ont commencé déjà avant l'indépendance, dans les années 1959. Elles se sont poursuivies après les indépendances. À un certain moment, elles se sont arrêtées parce que le problème que notre pays n'a pas pu résoudre, c'est le problème de prospection, c'est le problème de recherche. Nous attendons toujours que des compagnies étrangères viennent prospecter, faire des recherches sur notre territoire, alors que nous avons la capacité et les moyens de faire ces recherches nous-mêmes en nous organisant. Donc, à un certain moment, les recherches et les prospections se sont arrêtées. Il a fallu attendre l'arrivée de feu son Excellence Tandja Mamadou, que son nom repose en paix, pour relancer et de façon dynamique et irréversible le domaine d'exploitation. Je ne dirais même pas de prospection, mais d'exploitation. Nous avons 4 blocs. Il y a le bloc Agadam 1 et 2, il y a le bloc Bilma et il y a le bloc Kafra. Ce sont des blocs où des quantités avérées découvertes par différentes compagnies, mais pas par des compagnies nigériennes, puisque, comme je l'ai dit, le Niger ne s'est pas encadré de dispositions pour pouvoir créer une compagnie qui puisse accomplir cette mission. Pour revenir aux 2 blocs qui font l'objet de débat, c'est le bloc Agdam phase numéro 1 et le bloc Agdam phase numéro 2. Le bloc Agdam 1, c'est la Soraz, un pipeline de 462,5 km de Diaouro jusqu'à Koulele, Wolelewa au niveau de
Bikimbirji, à 56 km de Zender, où la raffinerie a été construite. Vous connaissez peut-être le fonds utilisé pour construire cette raffinerie, un prêt d'une compagnie chinoise, la CNPC. 540 milliards de francs CFA. 540 milliards de francs CFA. Ce n'était pas un fonds au-dessus de la capacité de l'État nigérien. Ça veut dire que cette raffinerie aurait pu être nigérienne. Tout simplement. Mais le président Tanja, que son âme repose en paix, a montré que c'est possible au moment où les gens pensaient que c'était une mer d'eau souterraine plutôt que de pétrole. Il a cru au rêve. Il a fait construire le premier pipeline, comme je l'ai dit, de 462,5 km au Niger. Il a fait construire la raffinerie dont il a fait une condition pour tout contrat avec l'État du Niger. Cette raffinerie, Dieu merci, c'est nous qui en bénéficions puisqu'elle a été mise en œuvre ou en exploitation depuis le 28 novembre 2011, au moment où Tanja avait déjà, paix à son âme, quitté le pouvoir. C'est pour dire que les chefs d'État, leur devoir, leur responsabilité, c'est vis-à-vis du peuple. Aujourd'hui, ceux qui bénéficient des retombées de cette raffinerie, ce n'est ni Tanja, ni la famille de Tanja. C'est le peuple nigérien. Si les choses avaient été faites dans les règles. Mais ça, c'est un autre débat. En dehors de la raffinerie, Agadem phase 2, c'est le pipeline de Koulélé jusqu'aux rives de l'océan Atlantique, 1950 km. Ce pipeline, à l'instar de la raffinerie et du pipeline de la raffinerie, a été effectivement réalisé également, une fois de plus, sur un crédit, mais un crédit contracté par une compagnie chinoise qui a investi dans la réalisation de ce pipeline 1440 milliards de francs CFA. 1440 milliards de francs CFA. Sur le marché international, le Niger aurait pu lever ce fonds si nous avons ou si nous avions une compagnie qui faisait la recherche et la prospection, puisque c'est les découvertes et les quantités de découvertes qui permettront de contracter de crédit, puisque c'est une garantie à laquelle les bailleurs de fonds ne peuvent opposer un refus. Mais soit le pipeline est aujourd'hui une réalité. Il a été lancé le 1er novembre de cette même année, vous vous souvenez, et sa production est de 90 000 barils par jour. Sur ces 90 000 barils par jour, j'entends souvent des calculateurs, des scientifiques nigériens, des mathématiciens dire que nous multiplions 90 000 barils par 77 $, le prix d'un baril, un baril qui équivaut à 159 litres à peu près, et nous avons les recettes journalières du Niger. Ce n'est pas vrai. Sur les 90 000 barils par jour, la part du Niger est de 25,4%. Multiplier 25,4% par 90
divisé par 100, une règle de 3, Oui. vous aurez la part exacte par jour du Niger. Et multiplier cette part par le cours du baril, vous aurez la part du Niger par jour. Et ça dans les meilleures des conditions. Et actuellement, le baril est en hausse et nous espérons que quand la production qui a déjà été achevée, le transport est en cours jusqu'à l'océan Atlantique, et effectivement, quand cette phase de remplissage des cuves dans l'océan Atlantique sera achevée, en janvier probablement, nous pouvons espérer, janvier prochain, Inch'Allah, nous pouvons espérer les premières sorties des barils du brut nigérien qu'on a communément appelé le MELEC. Mais notre volonté n'est pas de commercialiser du brut. Nous voulons aller vers le raffinage. Nous avons assez chanté que le Niger a été floué depuis plus de 60 ans parce que tout ce que nous produisons est exporté de manière brute. Le Niger ne bénéficie pratiquement pas des ressources de son sous-sol parce que le Niger n'a pas initié une politique qui lui permette de maîtriser l'exploitation de ses ressources. Nous voulons aller vers une raffinerie qui va transformer le brut nigérien sur le sol nigérien. Et ça, Inch'Allah, nous le ferons avec des partenaires, pas des gens qui sont là pour nous exploiter. Pour que le partenariat gagnant-gagnant soit enfin une réalité. Le pétrole brut nigérien, raffiné comme à la Soraz au Niger, en d'autres produits qui sont actuellement recherchés, notamment le jet, l'essence que la raffinerie de Zender ne produit pas à suffisance, puisque c'est un tiers de la production des 20 000 barils qui est transformé en essence. Les 2 tiers sont transformés en gaz. Donc, le jet, pour les avions, nous allons fournir la sous-région. Nous avons des pays qui, malgré l'embargo, continuent à coopérer avec nous. Et c'est l'occasion de les remercier, notamment le Mali, le Burkina Faso, vers lesquels nous pouvons exporter le pétrole raffiné, que ce soit du gazole, du super, du jet, du pétrole lampa ou du gaz, selon la demande ou les demandes qu'ils feront. Nous avons dans le domaine du pétrole le bloc phase 1 Agadem, phase 2 pipeline. Agadem, c'est la Soraz, comme je l'ai dit, et la Soraz qui produit de l'essence et du gasoil, ainsi que du gaz et du pétrole lampa, depuis le 28 novembre 2011, et le pipeline, une longueur de 1950 km, dont les vannes ont été ouvertes le 1er novembre passé. Et je vous ai également dit le coût de chaque investissement. Mais il faut que les Nigériens comprennent que dans le pipeline, sur les 90 000, le Niger, 25,4% de ces 90 000, ça doit faire, si mes calculs sont exacts, 22 860 barils jour. Multiplié par le cours du baril. Un baril, ce n'est pas 200 litres, c'est
158,98 litres, à peu près 159 litres. Donc, que les mathématiciens fassent le bon calcul et jugent en fonction des résultats de leur calcul. C'est ce que je peux dire dans le domaine du pétrole. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président, vous avez récemment effectué une visite d'amitié de travail au Mali et au Burkina Faso. Quel sens donner à cette visite dans ces deux pays? Merci de la question. Pour nous, le Burkina et le Mali, ce ne sont plus des pays lointains. C'est l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Et pour nous, il est naturel de nous déplacer à Bamako comme à Ouagadougou, dans l'esprit de l'Alliance des États du Sahel. Mais les raisons fondamentales qui m'ont conduit à initier ce déplacement sont de deux ordres. La première raison, c'est pour remercier les autorités de ces deux États, de l'Alliance des États du Sahel, leur gouvernement et leur peuple pour le soutien indéfectible qu'ils ont apporté au peuple nigérien dans l'épreuve de la CEDEAO. Comme vous le savez, le 30 juillet 2023, 4 jours après notre intervention, la CEDEAO s'était réunie à Abuja pour décider non seulement de l'embargo, mais comme si le désastre de l'embargo ne suffisait pas, mais déclarer également vouloir constituer une force de la CEDEAO pour attaquer les Nigériens qui ont osé demander que la souveraineté de leur pays soit respectée. Face à cette menace d'embargo et d'agression militaire, le Mali et le Burkina ont fait une déclaration conjointe le lendemain 31 juillet pour s'opposer d'abord à cet embargo illégal et inhumain, mais affirmer leur solidarité avec l'État du Niger et les autorités nigériennes pour faire face à toute agression militaire aux côtés du Niger. Cette déclaration, comme je l'ai dit, a radouci beaucoup d'ardeur, a tempéré beaucoup d'ardeur. C'est grâce à cette déclaration conjointe du Mali et du Burkina Faso. L'engagement et la détermination du peuple nigérien qui s'est levé de la déclaration de cette volonté de nous agresser et jusqu'à aujourd'hui pour dire non à l'embargo, dire non à toute velléité d'agression. Je lui rends hommage et le remercie et l'encourage à continuer car le combat n'est pas fini. Je comprends que l'Aboussandino, mais des changements de régime, des transitions se sont succédées au Niger. Ces transitions n'ont pas bénéficié du soutien populaire des peuples du Niger, des États du Sahel, d'Afrique et même du monde. Et c'est une raison de plus pour féliciter le peuple nigérien.
La deuxième raison de mon déplacement, dans la même lancée de la déclaration conjointe du 31 juillet, le 16 septembre, vous vous rappelez, nous avons signé la création de l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance a pour objectif, puisque c'était le souci immédiat, le domaine sécuritaire, le domaine de la défense. Dieu merci. Nous avons mis nos moyens en commun et nous obtenons des résultats dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, notamment dans le domaine du terrorisme. Parce que nous savons, nous sommes convaincus, nous avons des preuves que ce terrorisme est un terrorisme importé. Quelles que soient par ailleurs les raisons que les gens ont voulu faire avaler aux Nigériens et aux États du Sahel, ce terrorisme est un terrorisme sponsorisé. Nous avons pu nous débarrasser de certains sponsors et, si vous le constatez, au Niger, au Mali et au Burkina, des résultats palpables sont obtenus dans le domaine de la lutte anti-terroriste. Mais le terrorisme de ceux qui sont armés n'est pas le seul terrorisme. Nous avons le terrorisme des États du Sahel qui ne font pas moins que ce que les terroristes font. Combien de Nigériens sont morts sur le lit d'hôpital parce qu'on manque de produits pharmaceutiques? Combien de Nigériens meurent sur leur lit d'hôpital parce que nous sommes privés même de l'électricité qui est pourtant un partenariat entre deux entreprises privées. Donc, quel est le sens du mot terrorisme quand on ignore que priver un pays du minimum en termes de produits pharmaceutiques, produits alimentaires, pour obtenir un accord ou pour contraindre le pays à faire des concessions politiques. C'est la même définition du terrorisme. C'est quoi le terrorisme? C'est l'utilisation de la violence contre des personnes innocentes pour contraindre à obtenir des concessions politiques. Et c'est ce que ces États de la CEDEAO font contre le Niger. C'est ce que ce terrorisme sponsorisé fait contre les peuples des États du Sahel. Donc, il était temps pour nous d'aller dans ces pays pour affirmer notre volonté. En plus du domaine sécuritaire, notre alliance doit évoluer dans le domaine politique et dans le domaine monétaire. Puisque cette alliance a in fine pour objectif de créer des conditions de prospérité pour nos peuples, pour le peuple du Sahel. Et c'est là également le deuxième motif de mon déplacement. Renforcer en troisième ressort les relations diplomatiques. Là où nous n'avons qu'un consulat, l'ériger en ambassade. Donc, voilà de façon synthétique les 3 ou 4 domaines. Le domaine de défense donc sécuritaire, le domaine économique, le domaine diplomatique et bien sûr le domaine socio, je dirais, économique, puisque c'est la prospérité au profit du peuple du Sahel et, in fine,
ne pas occulter le domaine monétaire. Si aujourd'hui, nous faisons face à des pressions sauvages, c'est parce que peut-être nous sommes restés très longtemps passifs dans certains domaines. Nous n'avons pas su nous assumer et assumer notre souveraineté à travers des décisions fortes. Ce sont ces décisions que j'étais parti demander au chef d'État de mettre nos efforts en commun pour avoir ce courage de libérer définitivement l'espace sahélien, l'espace des États du Sahel. Voilà le motif de mon déplacement au Mali et au Burkina Faso. Monsieur le Président, justement, par rapport à la question de la monnaie, on peut espérer avoir notre monnaie très prochainement? Je ne me prononcerai pas. D'accord. Je préfère laisser l'opportunité de la déclaration aux spécialistes. Je l'ai dit, l'État est stratifié et chaque niveau a des domaines de compétences et au moment opportun, ces domaines de compétences, ces domaines d'experts se prononcera. Monsieur le Président, avant-dernière question. Monsieur le Président, ce jour 10 décembre, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont réunis à Abuja. Entre autres sujets importants, ils ont échangé sur la situation au Niger. Êtes-vous optimiste quant à l'issue de cette rencontre, Monsieur le Président? Pour moi, c'est l'intérêt national qui est au-dessus de toute considération. Nous avons demandé beaucoup de sacrifices au peuple nigérien. Le peuple nigérien, bénéficiant des soutiens des pays frères et amis, a supporté l'insupportable. Il est resté debout 4 mois durant, 4 mois de privation, malgré, c'est vrai, nos efforts multiples pour alléger cette souffrance. Mais le peuple nigérien est resté debout malgré ce manque, malgré cet embargo qui touche tous les domaines. Je l'avais dit que l'embargo que notre pays connaît n'a jamais été expérimenté nulle part ailleurs. Certains se sont amusés à établir un tableau. Consultez ce tableau et vous comprendrez l'intention machiavélique qui a conduit à cet embargo contre l'État du Niger. Mais penser par des actes terroristes contraindre le peuple nigérien à céder, c'est sous-estimer, c'est méconnaître l'histoire. Le peuple nigérien est un peuple de guerriers. Nous sommes héritiers et dépositaires de ce que nos dignes prédécesseurs nous ont légué. La résilience dans l'épreuve, la cohésion dans l'épreuve. Certes, les temps ont changé, les hommes ont changé, les capacités ont changé. Mais le Nigérien, malgré ces changements, reste résilient. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons demander au peuple, exiger au peuple de continuer à souffrir de cette situation. Mon espoir, c'est que l'embargo soit certes levé. Mais mon espoir, c'est de voir la nouvelle voie que nous nous sommes tracée nous conduise avec ou sans la levée de l'embargo de répondre
à l'espoir du peuple nigérien, l'espoir de vivre en paix et dans la prospérité. Et je reste convaincu que ce nouveau partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec des partenaires qui comprennent la situation de l'État du Niger, qui comprennent les raisons de notre intervention, qui comprennent le caractère vital de notre intervention pour notre pays, j'ose espérer que dans un proche, très proche avenir, que ces partenaires nous accompagnent à rétablir l'équilibre. Et Inch'Allah, avec ou sans lever de l'embargo ou des sanctions, malgré la menace de reconduire l'agression, le peuple nigérien sera debout dans le domaine que nous aurons choisi à travers ce nouveau partenariat que nous voudrons pour le bien de notre pays. On nous a assez muselés, il est temps que tout un chacun comprenne qu'il va de l'intérêt de notre pays, intérêt qui a été spolié pendant plus de 100 ans. Quand on parle de 60 ans, 65 ans, c'est limité aux indépendances. Le Niger a été spolié avant les indépendances. Le Niger a continué à être spolié après les indépendances. Et il est facile de constater le degré de spoliation dont nous avons été victimes à travers les accords que nous avons progressivement dénoncés et que nous continuerons, Inch'Allah, à dénoncer pour le bien de notre